Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Laurent Gotti et je fais partie de l'équipe solutions de Keonis. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau webinaire dont le sujet est comment améliorer votre quotidien dans CATIA V5. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dédiée. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Pour rappel, nous réalisons en moyenne 2 webinaires par mois, les mardis de 11h30 à 12h, sur les sujets de la simulation, de la conception et du système engineering. Donc n'hésitez pas à envoyer vos idées si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez que nous traitions à l'adresse 3dx@keonis.com. Alors, CATIA V5, depuis sa sortie en 1998, a vu beaucoup d'évolutions jusqu'à sa dernière version, qui est la V5R31 ou V5-6R 2021. Malgré toutes ces améliorations, son installation et son utilisation restent souvent basiques, alors qu'il existe, y compris depuis les toutes premières versions, des fonctionnalités parfois sous-utilisées. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner un aperçu de ce qui pourrait améliorer votre quotidien dans CATIA V5, que ce soit vraiment à la base sur la partie administration de CATIA, des settings, des outils très génériques de CATIA, du paramétrage des objets, qu'on appelle aussi le knowledgeware, et des macros, qui peuvent être la phase la plus avancée que vous puissiez obtenir sur du paramétrage. Donc voilà un petit peu l'agenda pour ce matin. Alors, côté administration, c'est vrai que CATIA s'installe très facilement, mais on peut améliorer parfois les performances globales de CATIA en respectant certaines règles que vous connaissez certainement pour certaines déjà. Donc la première d'entre elles, hein, lorsque vous installez vos produits Dassault Systèmes, essayez de n'installer que les licences que vous avez, donc les produits en gros dont vous avez acheté les licences, plutôt que de faire une installation complète. Vous gagnerez de la place, hein, on arrive à diviser par 3 ou 4 la taille de l'installation. Vous gagnerez aussi en performance quand vous utiliserez CATIA parce que vous chargez moins de bibliothèques au démarrage et vous utilisez moins de mémoire vive globalement également. Vous installez aussi très souvent un service pack, donc essayez d'installer le plus récent et surtout appliquez-le. C'est une case à cocher hein, quand vous faites l'installation. Donc pensez-y, ça améliore la stabilité de votre système et on a un meilleur support aussi de Dassault quand on est à jour sur ces points. Si vous avez à gérer plusieurs versions de CATIA V5, ce qui peut arriver si vous avez plusieurs clients hein, qui vous imposent de travailler sur des versions différentes, on vous conseille hein, fortement d'aller modifier les variables dans le fichier d'environnement. Bon, alors vous envoyez la petite liste là sur la droite, hein, les quatre principales que nous vous conseillons de changer pour qu'elles pointent sur des répertoires spécifiques. Parce que par défaut, bien souvent, vous utilisez des répertoires communs avec plusieurs versions si vous ne changez pas ces fichiers-là. Donc, c'est pas grand-chose à changer, hein, c'est un petit fichier texte à éditer, mais qui vous permet de gagner en stabilité et d'avoir des réglages indépendants aussi après, quelle que soit votre version de CATIA. On vous déconseille aussi, quand vous installez une nouvelle version, de faire des copier-coller des réglages, même si ça paraît plus facile sur prime abord. Refaites ces réglages-là, surtout pour vos options, parce qu'elles peuvent avoir changé d'une version à l'autre, et le fait de garder des options communes, ça n'améliorera pas la stabilité de votre système. Donc essayez, si vous avez beaucoup de réglages un peu spécifiques, n'hésitez pas à vous faire un document qui regroupe tous ces réglages-là, et réutiliser ce document-là, voire l'enrichir à chaque nouvelle version si vous changez des réglages de base. Comme ça, vous avez un document, ça va vous prendre une petite demi-heure pour faire ces réglages-là et vous êtes sûr d'avoir un système qui repart sur des bases saines. Alors ensuite, dans votre environnement, vous pouvez aussi rajouter des variables qui permettent de customiser un petit peu son comportement. Alors, il y en a qui sont assez connus. Là, vous voyez trois petits exemples. Hein. Le Catno Start Document
à Yes qui permet de supprimer l'assemblage qui s'ouvre par défaut quand vous démarrez Katia. Le CNX Background égale No qui permet de supprimer l'image de la galaxie Katia là, qui s'affiche par défaut. Bon, ça peut paraître un gadget, mais cette image-là, elle prend quand même des ressources. Elle a une certaine taille et du coup, au chargement, elle peut un petit peu prendre des ressources et puis du temps aussi à s'afficher, mine de rien. Et puis la dernière, ici, le CNext Splash Screen Anneau, qui permet de supprimer la petite image qui peut apparaître par-dessus votre lancement de Katia et qui prend aussi un petit peu de ressources, donc ça peut aussi effectivement se changer. Si vous voulez que tous ces réglages soient valables, quelle que soit la version de Katia, plutôt que de l'insérer dans les variables d'environnement de votre environnement Katia, vous pouvez aussi le faire au niveau Windows. Vous avez le chemin dans Propriétés, Paramètres, Système avancé, Variables d'environnement, pour qu'elle soit valable finalement, quelle que soit la version de Katia. Alors, un des soucis que l'on peut rencontrer aussi avec Katia V5, c'est qu'une fois que vous avez lancé votre session Katia, vous ne voyez pas forcément dans quel environnement vous êtes. Donc, si vous avez des environnements très spécifiques à respecter pour tel ou tel client, on peut trouver des astuces, hein. On peut changer la couleur du fond par défaut dans un environnement donné pour que on puisse l'identifier. Pourquoi pas, c'est une solution. On peut aussi customiser l'image de fond. On peut la faire disparaître, on l'a vu juste avant, mais on peut aussi la customiser. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut mettre dans cette image-là, on peut mettre l'image, par exemple, du logo du client pour lequel vous êtes censé travailler dans cet environnement-là. Comme ça, une fois que vous fermez tous vos documents ou vous les réduisez, comme je l'ai fait là sur ma petite capture d'écran, vous pouvez vous rendre compte de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc si vous avez un doute, après avoir lancé Katia, ça peut être une façon de faire. On peut aussi, via des macros, afficher le nom de l'environnement dans l'entête Katia, par exemple. Mais ça peut être une façon relativement simple, parce que vous voyez que là, je vous ai indiqué le chemin dans lequel il faut aller déclarer cette fameuse image. Elle doit avoir un nom bien particulier, hein, vous voyez, c'est client MDI background nt.bmp. Mais une fois que vous avez customisé l'image, alors moi j'ai mis le logo de ma société et puis le nom de l'environnement, la version de Katia, c'est une image, donc après vous en faites ce que vous voulez dans un Paint ou un petit logiciel d'édition d'images, et vous avez une image qui du coup sera parlante pour l'utilisateur sans chercher à redémarrer Katia pour être sûr d'être dans le bon environnement, ce qui peut avoir des conséquences hein, pour les fichiers créés si on n'est pas dans le bon environnement au départ. Alors les settings, c'est un sujet très vaste, parce que les valeurs par défaut des options Katia sont la plupart du temps bien définies, mais elles peuvent être améliorées. Alors là, je vous ai mis un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a vraiment une possibilité, enfin le nombre d'options est vraiment conséquent dans Katia V5. Donc là, notamment, c'est pour pouvoir gérer les contraintes lorsque vous faites un coupé-coller dans un assemblage. Donc normalement, si vous restez sur les réglages de base, on n'a pas forcément le comportement attendu. Alors je vous ai mis un petit exemple juste après. Donc là, c'est vraiment le réglage de base. Donc quand on vérifie dans les options, on ne gère pas les contraintes d'assemblage lorsqu'on va faire un coupé-coller. Alors un coupé-coller, ça peut être juste déplacer une pièce d'un ensemble à un sous-ensemble, par exemple. Donc là, c'est le cas de ma vis. Je la déplace dans un sous-ensemble et malheureusement, je perds des contraintes, elles sont cassées. Il va falloir que je les reconnecte ou que je les supprime et que j'en crée d'autres. C'est quand même une perte de temps. Alors que si vous changez ce petit réglage-là, donc toujours pareil, dans Outils Options, vous allez au bon endroit et puis vous cochez avec les contraintes d'assemblage après un coupé. Ben là, vous pouvez déplacer vos pièces. C'est l'équivalent d'un coupé-coller. Et dans ce cas-là, les contraintes suivent. Elles vont même descendre dans le sous-ensemble si les deux pièces en question sont bien dans le même sous-ensemble. Donc je peux le faire pour X vis et ne pas avoir à retraiter ces fameuses contraintes qui pourraient être une perte de temps. Donc il y a pas mal de petites options comme ça que vous pouvez régler. Je ne peux pas être exhaustif là aujourd'hui, hein, j'ai un temps limité, mais c'est quelque chose d'important à prendre en compte pour un gain au quotidien. Vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger.
Si on parle un petit peu des outils génériques, alors là encore une fois, les outils génériques, hein, ça peut être assez vaste. Ce que j'appelle les outils génériques, hein, c'est tous les petits outils que vous pouvez avoir à disposition, quelle que soit finalement votre configuration de Katia. Et là, notamment la boussole. Donc la boussole, vous l'utilisez peut-être pour manipuler vos pièces dans un assemblage, mais elle peut servir aussi à orienter le modèle de manière précise, pas simplement juste tourner de manière aléatoire le modèle en 3D. Donc là, j'illustre un petit peu ce que je vous dis en allant décrocher cette fameuse boussole. Vous savez qu'elle s'oriente normalement, hein, sur la géométrie Katia, donc face à une face, le long d'un axe, d'une arête. Et une fois que vous avez la bonne orientation, vous pouvez la déposer dans l'espace libre. Elle va garder cette orientation. Et ensuite, en cliquant sur une des petites lettres jaunes de la boussole, vous vous orientez face à un de ces axes. Donc, si ça correspond à un point de vue qui vous intéresse, hein, vous pouvez l'éditer. En double-cliquant sur la boussole, vous pouvez également changer les valeurs d'angle pour définir des incréments. Alors, les manipuler comme ça dans le panel de valeurs, mais également en tirant sur la boussole et en tirant sur le petit arc, on va pouvoir avoir des rotations du coup précises et avoir l'orientation du point de vue qui vous intéresse, bien que ce soit une orientation un peu exotique par rapport au repère principal. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça vous permet de vérifier une direction de démoulage pour un moule, par exemple, au moins visuellement, et vous avez d'autres outils, hein, bien sûr, pour ça. Vérifier que deux trous sont alignés, enfin, des choses très, très simples, mais sans avoir à faire de mesure, finalement, hein, on peut aussi utiliser cette fameuse boussole par ce biais-là. D'accord. Euh, alors ensuite, vous avez tous les outils qu'on appelle du knowledgeware. Alors, le knowledgeware, hein, c'est un terme un peu général qui regroupe tout ce qu'on peut paramétrer dans une pièce. Alors bien sûr, vous avez des modules spécifiques qui sont dédiés pour ça, hein, type KWA, KWE, PKT, donc qui permettent de créer des règles, des choses plus sophistiquées. Mais en standard, vous disposez d'ores et déjà d'outils déjà performants sans, sans aller chercher un module exotique. Donc les propriétés, les paramètres, hein, c'est des choses que vous pouvez régler. Rajouter des propriétés dans une pièce, c'est possible. Des paramètres aussi, hein, créer des formules, verrouiller ces paramètres, mettre des commentaires, enrichir votre modèle, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, ce sur quoi il faut essayer de converger pour essayer d'avoir des modèles vraiment riches, entre guillemets. Et parmi tous ces outils-là, vous avez notamment les équivalences. Alors les équivalences, c'est un outil qui est sorti il y a quelques années déjà, hein, dans les versions de Katia. Donc si je vous montre un petit exemple de ce que ça peut donner, donc dans une esquisse, hein, je vais pouvoir sélectionner. Là encore une fois, hein, c'est des outils génériques auxquels il faut penser. Vous avez des modes de sélection qui sont relativement sympathiques, qui vous permettent d'avoir des petites trappes et d'attraper des outils sans les sélectionner globalement. Et là, le but, c'est de les rendre tous, de rendre toutes ces cotes équivalentes. Donc je les sélectionne, je lance l'outil d'équivalence et je vais pouvoir gérer la même valeur pour toutes ces dimensions. Donc ensuite, je peux en rééditer une, hein, toutes les autres vont suivre. Un autre exemple que j'ai créé dans la même esquisse, ici, le but c'est de créer des rayons, tous équivalents. Donc ce que je vais faire, je vais tirer un grand rectangle pour sélectionner les 4 coins, lancer l'outil d'arrondi, aller définir un côté qui m'intéresse, rentrer dans la valeur du rayon, saisir une valeur, hein, qui est la bonne pour moi. Et là, Katia automatiquement va créer une équivalence pour les 4 rayons générés par la même fonction. Donc là, on gagne aussi un petit peu de temps. Si vraiment vous voulez mettre les rayons dans l'esquisse, c'est un moyen de les rendre tous équivalents. Bon, c'est des exemples parmi d'autres, hein. Là, vous avez un exemple de copie optimisée cette fois. Donc la copie optimisée, c'est un outil qui permet de créer une macro-fonction que l'on va pouvoir réutiliser X fois dans X modèles. Donc ça peut être rangé dans un catalogue. Là, c'est mon cas, hein. J'ai créé une petite fonction qui me permet de définir un trou, un perçage, mais pas en définissant ce trou comme vous avez l'habitude de le faire, c'est-à-dire en définissant la profondeur, mais uniquement de la partie cylindrique de votre perçage. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était de pouvoir piloter la hauteur totale du trou, donc jusqu'au fond du forêt. Donc, c'est pas quelque chose qui existe en standard dans Katia.
Donc je me suis créé une petite copie optimisée. Donc j'ai préparé un petit peu mon modèle, je l'ai paramétré, je l'ai rangé dans un catalogue et là je vais le réutiliser dans une autre pièce. Donc je vais chercher dans mon petit catalogue cette fonction prédéfinie. Cette fonction-là, elle a besoin d'une face et de deux références. La face, c'est la face de perçage. Donc je vais sélectionner la face en question, qu'il faut normalement orienter, hein. Deux références pour pouvoir mettre des cotes par rapport à ces arêtes-là. Et ensuite, bon, je peux avoir un petit aperçu déjà du perçage. Et ensuite, je vais pouvoir spécifier son diamètre et la fameuse profondeur fond-forêt. Donc un paramètre que j'ai créé moi qui va me permettre de calculer la véritable profondeur qui m'intéresse. Et puis vous voyez qu'il y a deux paramètres aussi, hein, de distance par rapport à la référence 1 et la référence 2, hein, qui sont mes décalages, parce que moi j'ai envie de coter, hein, ce perçage-là par rapport à des arêtes précises de mon modèle. Donc je vais changer mes paramètres, et à chaque fois que je vais instancier ce fameux perçage, je vais pouvoir définir des paramètres différents. Donc là, j'ai bien créé mon perçage. Alors je peux aller faire une petite vérification, hein. Je vais aller, vous voyez, dans l'arbre, j'ai généré finalement un trou, comme les autres, sauf qu'il est un petit peu paramétré. Vous voyez, j'ai des paramètres inclus dans le perçage en lui-même. Et ces paramètres-là, je peux même les rééditer si je veux, hein. Je vais pouvoir double-cliquer dessus. Ils sont inclus finalement maintenant dans ma fonction. Donc là, je le passe à 60 et vous voyez que par rapport à la profondeur de la pièce, enfin la hauteur de la pièce qui fait 60 également, je suis vraiment au fond de forêt, hein. Je n'ai pas un perçage qui va traverser, donc c'est bien la cote que j'attendais pour définir ça. Donc je peux remettre ça à une valeur plus basse, hein. C'est moi qui vais gérer mon perçage. Je peux le relancer comme ça X fois, hein. Je vais pouvoir recliquer ma copie optimisée, sélectionner une nouvelle face, des arêtes que vous pouvez orienter aussi pour avoir un perçage à gauche ou à droite, au-dessus ou au-dessous de l'arête en question. Et à chaque fois, pouvoir rentrer mes petits paramètres de diamètre, profondeur et distance, pourquoi pas, par rapport au bord que j'ai présélectionné. Et je pourrais enchaîner comme ça, hein, X perçages, puisqu'ils sont stockés dans un catalogue. Vous voyez que dans l'arbre, il n'y a rien de très exotique, hein, c'est un trou avec par contre un petit paramétrage spécifique. Donc ça, les copies optimisées, il faut y penser. On a souvent l'idée qu'il faut absolument que ça soit des choses standards. Là, c'est pas vraiment du standard, mais c'est quelque chose que j'ai de la peine à définir après dans Katia. Bah, je peux essayer de me créer un petit modèle qui va reproduire ce petit réglage-là si j'ai à le reproduire X fois. Donc là, c'est pareil, hein, ça peut être un gain de temps sympathique. Et donc, si on va un peu plus loin encore dans la customisation qu'on peut avoir de Katia, on va aborder le sujet des macros. Alors qui est un vaste sujet, hein, vaste sujet parce qu'il peut être nécessaire pour aborder plein d'aspects différents sur dans Katia V5. Donc ça peut être pour standardiser certaines conceptions, un petit peu à l'image de mon perçage, là, hein, avoir quelque chose qui soit un petit peu plus automatique. Ça peut être aussi pour réaliser des interfaces homme-machine, tout simplement, hein, pour avoir une interface de saisie qui va limiter les erreurs, par exemple, hein, de saisie, parce que vous pouvez avoir des listes déroulantes, des choses prédéfinies. Ça va diminuer aussi le temps de traitement pour des traitements répétitifs. Si vous avez un grand nombre d'objets à traiter, hein, c'est quelque chose d'important. Ça permet entre autres de générer des rapports, pourquoi pas. Ça peut être contrôler une pièce et puis avoir un rapport qui vous donne son état si vous avez des standards entreprises à respecter. Ou des tableaux, tout simplement, hein. Générer une nomenclature, quelque part, ça peut être l'objet d'une macro si vous avez besoin de choses spécifiques. Et l'inverse, c'est possible aussi, c'est-à-dire qu'à partir d'un fichier Excel, par exemple, hein, on peut lancer une macro qui va vous lancer une session CATIA V5 qui peut générer des données CATIA V5. Donc ça, c'est aussi possible. Bon, traiter des grandes quantités de données, on en a parlé. Et puis, faire du contrôle, hein, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc, à l'installation de Katia, vous disposez d'outils pour développer vos propres macros. Alors, qui dit macro, hein, dit langage informatique. Alors, ça peut faire peur, hein, ce mot langage informatique, parce qu'on se dit qu'il faut du coup acquérir des compétences.
c'est pas fou non plus, hein. Mais vous allez voir qu'on peut faire des choses quand même relativement simples sur des petits exemples. Donc les langages, hein, vous en avez plusieurs, le CatScript ou le VBScript sont deux petits langages sur des éditeurs très simples, type texte, donc sans interface graphique, mais vous avez aussi du VBA, donc un éditeur visuel basique intégré dans CATIA V5 qui permet d'avoir une interface graphique sympathique et puis de pouvoir vérifier votre code. On pourrait aller plus loin avec la licence CAA, mais cette licence-là, elle n'est pas vraiment, c'est quelque chose qu'il faut rajouter, hein, c'est pas quelque chose que vous avez en standard dans CATIA, qui nécessite aussi d'avoir un petit peu plus de connaissances. Donc si vous n'avez pas forcément beaucoup de connaissances en termes de macros, on peut aussi enregistrer les macros via, un peu comme dans Excel, hein, on va démarrer l'enregistrement, on va manipuler et puis enregistrer ce qu'on aura fait. Alors, pour illustrer ça, cet enregistrement, on va prendre un petit exemple que vous avez peut-être déjà, dont vous avez peut-être déjà eu besoin. C'est de pouvoir créer un nouveau document en fonction d'un document existant. Alors, il y a une fonction dans CATIA qui s'appelle créer à partir de qui permet de faire ça, mais ça vous demande d'aller chercher le fichier en question quelque part dans vos répertoires Windows. Donc, s'il s'agit toujours du même modèle, on pourrait se dire, ben, on va enregistrer une petite macro pour faire ce créer à partir de systématiquement en allant chercher une pièce, par exemple, qui contient certaines propriétés ou des paramètres prédéfinis, ou un plan qui contiendra un fond de plan standard ou un assemblage qui pourrait contenir un squelette ou une pièce, un référentiel par défaut, avec ou sans paramétrage prédéfini. Donc là, c'est pareil, je vous montre un petit exemple, hein. On va démarrer l'enregistrement de la macro. Donc ça sera au format VBScript dans ce cas-là. Je le démarre, il va être enregistré quelque part sur mon PC. Et puis, je vais faire mes actions. Donc, je vais faire mon créa à partir de. Je vais sélectionner la pièce, mon template dont je veux me servir pour générer ma petite pièce. Alors, dans ce template, hein, vous voyez, il peut y avoir déjà des sets prédéfinis là, avec un point qui va être un centre de gravité, par exemple. Ça peut être des propriétés que vous avez rajoutées pour avoir dans votre nomenclature d'autres informations que les informations de base. Et puis on arrête l'enregistrement quand on le souhaite. Donc là, normalement, dans mes macros, je devrais avoir cette macro enregistrée. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller sélectionner cette fameuse macro pour lui attribuer une icône. Donc je vais, comme dans n'importe quelle fonction CATIA, hein, aller chercher dans les bibliothèques CATIA pour récupérer cette fameuse icône. Et une fois que je l'ai, je vais pouvoir la glisser dans une barre d'outils auquel j'ai accès fréquemment. Donc je vais pouvoir fermer ce que j'avais déjà créé, puisque la partie macro est faite. Et là, si je veux relancer mon créa à partir de ce fichier-là, et je clique sur le bouton simplement, et ça va me régénérer une nouvelle pièce que je vais pouvoir sauvegarder comme je veux, où je veux, mais qui aura déjà ce pré-réglage prédéfini. Alors, enregistrer une macro n'enregistrera pas 100% des commandes que vous pouvez traiter, mais vous voyez que sur celle-ci, finalement, même sans connaître du code, j'ai quand même pu au moins automatiser cette partie-là. Alors, bien souvent, les macros, elles sont là pour apporter encore plus de confort que ça. Et on a tout un process pour réaliser ces macros-là. Alors nous, effectivement, chez Keonis, on a des équipes qui sont spécialisées là-dedans, qui permettent de traiter la définition d'un cahier des charges très précis avec vous, hein, si vous avez un besoin en particulier. Ça passe bien sûr par un chiffrage, une validation de votre côté pour être d'accord sur cette commande-là. Et ensuite, on réalise la macro, on fait des tests, on la livre avec un manuel d'installation et d'utilisation. Et ensuite, il y a une phase de test hein, pour valider que chez vous, tout se passe bien. Alors j'ai mis quelques petits exemples. Parmi les plus courants, on va avoir la génération de cartouches, parce que bien souvent, vous voulez customiser cet outil-là pour avoir une interface graphique ou pas, pour pouvoir automatiser complètement la génération du cartouche ou pas. Enfin, là, tout est possible. On peut avoir des interfaces très riches avec des listes déroulantes qui empêchent finalement les choix ou limitent les choix des utilisateurs pour vraiment enseigner les bonnes informations au bon endroit. Il peut y avoir beaucoup d'intelligence hein, derrière tout ça. Dans les choses aussi qui sont très communes, on a la génération d'exports.
donc pour faire des nomenclatures ou pour faire passer des informations à un ERP, par exemple. Donc ça peut être, c'est pas très très lourd, hein, c'est quelques jours de développement, mais ça permet d'avoir des informations assez riches. Ça peut être simplement du texte, mais ça peut être aussi des mesures. Là, dans cet exemple-là, on était capable de mesurer les surfaces au sol, par exemple, de toutes les pièces d'un assemblage. Ça faisait partie des besoins du client. Ça peut être le volume d'une pièce, sa masse, son matériau, enfin tout ce que vous pouvez extraire d'une pièce. Il n'y a pas vraiment de limite. Alors dans cet exemple-là, c'était un développement un petit peu plus conséquent, puisque l'objectif était de mettre en plan des centaines de supports différents, alors noyés dans un assemblage, mais identifiables malgré tout. Il y avait quand même des codes hein, pour pouvoir les retrouver. Et le but, c'était via une interface graphique hein, que vous voyez sur la gauche, de pouvoir choisir quelle pièce ou quelle zone on voulait traiter, et puis de laisser à l'outil le soin de générer tous les plans en respectant vraiment une normalisation très très spécifique, avec des vues données, avec des extractions de mini nomenclature, avec le détail de toutes les pièces mécano-soudées, avec leurs codes, leurs valeurs, etc. Donc le but, hein, c'était de sécuriser bien sûr tous ces plans pour être, pour être sûr d'avoir les bons plans et puis de gagner un temps considérable aussi sur ces tâches très répétitives. Deux petits outils encore parmi les exemples hein, divers et variés. Ici, bah, c'est du contrôle de pièces de tôlerie. C'est pareil pour un client. On avait besoin de contrôler l'état d'une pièce de tôlerie en fonction des standards de l'entreprise. Donc à différents niveaux, hein, ça peut être pour l'usinage, ça peut être pour le BE, ça peut être un premier niveau où on a juste des informations très globales ou des informations très détaillées, à savoir si vous respectez les épaisseurs de tôle standard de l'entreprise, est-ce que vous avez mis des emboutissages qui ne sont pas gérés dans les process de fabrication de l'entreprise, etc. Donc on peut vérifier beaucoup de choses, générer des rapports et puis avoir un contrôle des pièces en temps réel. Et dans le dernier exemple que je vous présente là, l'objectif, c'était à partir d'un fichier Excel de pouvoir générer carrément des pièces V5, alors de les générer de zéro ou de partir d'un template, de les positionner dans l'espace et puis d'automatiser des tâches très répétitives parce il faut être capable de le reproduire X fois. Donc oui, ça peut être très très varié ce sujet, les macros. Il n'y a pas vraiment de limite à ça. Après, voilà, si vous sentez que vous avez un besoin, ça peut être quelque chose que vous pouvez développer en interne ou nous sous-traiter sans aucun souci. Donc en conclusion, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça et que ça fonctionne à peu près bien qu'il n'y a pas moyen d'améliorer les choses. Donc sous tous les aspects que je viens de vous présenter très rapidement là en une petite demi-heure, de l'installation jusqu'à la génération de macros hein, pour rendre plus confortable votre utilisation, plus confortable, ou gagner du temps, ou fiabiliser tout ce que vous générez depuis CATIA V5, même si c'est votre outil de travail quotidien. Le retour sur investissement est très rapide. Hein. Généralement, il y a pas photo là-dessus. Quel que soit le niveau dans lequel vous investissez un petit peu, euh, on est assez vite sur un gain qui peut chiffrer en temps, pourquoi pas, ou en confort, mais un gain forcément. Alors bien sûr, nous sommes là, hein, chez Keonis, nous avons des experts pour tous ces sujets-là, que ce soit du knowledge, que ce soit de la macro, que ce soit ne serait-ce que faire une analyse de votre utilisation de CATIA V5. Hein, c'est aussi, on a déjà eu un précédent webinaire hein, sur l'analyse 360 degrés qui permet de faire le bilan, savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer sur CATIA V5 chez vous. Ça peut être effectivement porteur. Alors on a deux formations que j'ai extraites là parmi notre catalogue. La formation CATIA V5 Automation qui permet après 3 jours d'être autonome sur du développement. Alors il faut avoir quelques acquis, hein, si vous bricolez déjà dans Excel au niveau VBA, ça peut être suffisant. Et le but, c'est d'être autonome, créer une interface homme-machine, automatiser certaines tâches via les API, via les bibliothèques de développement de CATIA.
Et ensuite, on a aussi des formations de mise à jour quand vous changez de version, en fonction du nombre de versions de nouvelles versions que vous avez changées, ça peut être plus ou moins long, mais ça permet aussi de voir ces petites astuces, comment on peut améliorer les choses, en plus des nouveautés que vous avez dans CATIA V5. Voilà, j'arrive à la fin de ce webinaire. Alors le prochain webinaire aura lieu le 30 novembre à 11h30, encore une fois. Il portera sur combler les écarts entre essais physiques et simulation Abacus avec Icosim, un nouveau produit. Alors de mon côté, effectivement, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez un espace pour ça. Euh, alors, ce que Alors, est-ce que Wikionis propose des formations VBA? Je viens d'en parler. Effectivement, ça dure 3 jours. Ça peut être réduit, ça dépend un peu de votre besoin, ou au contraire, ça peut être étoffé. On peut vous accompagner là-dessus. Euh, on a l'habitude de le faire. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme commun? Alors, chercher un moyen de créer une macro qui permettrait. euh, alors, je vais détacher la question pour la lire comme il faut. La question est longue. Euh, une macro qui permettrait d'affecter une couleur aléatoire pour chaque composant dans un assemblage. Alors, ça va être possible, tout à fait. C'est pas impossible. Alors, est-ce que c'est facile à faire? Bon, faut peut-être creuser un petit peu votre besoin, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être envisagé, hein. Une couleur, c'est une des propriétés qu'on sait gérer facilement dans le VBA. Alors par l'enregistrement, vous pouvez peut-être avoir déjà une base de code, hein, en changeant la couleur d'un composant et puis voir comment c'est codifié. Si vous avez quelques notions de développement, vous pouvez adapter ce fameux code qui est généré automatiquement et puis pourquoi pas le généraliser à toutes vos pièces pour qu'il passe en revue toutes les pièces de l'assemblage. Ça peut être quelque chose. Alors le replay du webinaire, vous allez retrouver hein, dans tous les webinaires Keonis, vous les avez à disposition. Vous pouvez y avoir accès sans aucun souci. Sans aucun souci. Alors j'ai encore une dernière question. J'ai beaucoup de questions au final. Savoir s'il faut installer d'autres modules pour faire des macros. Alors pas forcément. Normalement à l'installation de Katia, hein, vous avez déjà quasiment tout. Vous avez le VBA. Alors il se trouve aussi dans les supports, dans les médias hein, que vous téléchargez de Katia chez Dassault Systèmes. Donc vous pouvez aussi installer, pourquoi pas, l'éditeur VBA si jamais il n'a pas été installé au départ. C'est pas compliqué à faire et puis c'est la dernière version que vous récupérez. Allez, j'ai encore une dernière petite question. Qu'est-ce qui se passe quand on change de version de Katia pour ces macros-là? Alors c'est une bonne question. Généralement, honnêtement, hein, dans 95% et plus des cas, il n'y a pas d'impact à changer de version. Le code, déjà les bibliothèques du VBA restent les mêmes. On peut avoir des petits réglages à faire quand vous passez du 32 bits au 64 bits, par exemple. Ça, c'est plus un changement profond Windows qui peut amener à déclarer des petites choses dans les macros, mais c'est pas non plus refaire le code de A à Z, hein. C'est quelques petits réglages qu'on fait généralement si vous avez un contrat de support chez nous, ça peut être quelque chose qu'on prend en charge par l'intermédiaire de votre contrat de support, on fait évoluer la macro et elle devient opérationnelle dans la foulée. Voilà, on a un petit peu débordé, je suis désolé pour le, le petit débordement. J'espère que ça vous a donné l'envie de customiser, d'aller un petit peu plus loin dans CATIA V5 et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.